Les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de Gérard Kango Ouédraogo, artisan de l'indépendance pour les générations futures, grand homme politique qui aura été de tous les combats pour le respect des Burkinabés. La classe politique ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale sous la haute volta. 67 établissements publics reçoivent quitus pour leur gestion exercice 2013, mais des efforts doivent se poursuivre pour améliorer la gouvernance de ces entreprises de l'État et les prestations servies au public, et puis booster les productions animales comme le lait, la viande et les œufs. La SOFAB apporte sa contribution. Elle apporte une offre Made in Burkina. Les produits sont disponibles depuis quelques 2 semaines. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue au journal. Tout d'abord, direction d'Edougou. Les chantiers du 11 décembre 2014 avancent bien. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw les a visités ce jeudi, ce jour 5 juillet, les différents chantiers en construction. Reportage Nayal Gdos, Paul Sawadogo. De la place de la Nation à la voirie, en passant par le stade régional, la salle polyvalente et la cité des forces vives, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a passé en revue les différents chantiers du 11 décembre 2014 à Dédougou. Des chantiers qui sont à un taux d'exécution satisfaisant. Globalement, vraiment, tous les chantiers sont dans les délais. Nous avons donc visité successivement la place de la Nation. Nous avons visité la salle polyvalente, la cité des forces vives, l'université et puis les voies bitumées. Je dois vraiment féliciter l'ensemble des entreprises qui sont sur ces chantiers parce qu'elles ont mis les bouchées doubles et j'espère que ce rythme de travail va continuer, c'est ce que je leur ai dit. En tout cas, le démarrage est très bien, surtout quand on sait que pour une fois, ces entreprises n'ont pas exigé d'avoir les premières avances pour démarrer. Donc du côté du gouvernement, nous allons également aussi mettre la main à la poche pour les encourager afin que l'ensemble des travaux puissent aller jusqu'à terme. Sincèrement dit, je pense que nous ne devrons pas être inquiets et nous reviendrons dans 1 mois. J'espère que cela va confirmer effectivement donc l'allure des travaux que nous avons observés ici à Dédougou. À ce jour, il n'y a pas de difficultés majeures à signaler et les entreprises seront dans les délais, rassure-t-il, à l'image des travaux de construction de la voirie. En moyenne, nous avons, les 3 entreprises, nous sommes à 26% de taux d'avancement pour un délai de 25%. Donc, c'est satisfaisant. Les difficultés sur le terrain ? La totalité des entreprises sur ces lots ont des niveaux d'avancement supérieurs au délai d'exécution. C'est dit véritablement que l'organisation est parfaite. C'est dit également que la cadence de travail est également parfaite. Et nous pensons que si ça se poursuit comme ça, nous allons pouvoir réceptionner ces chantiers avant la date indiquée. C'est vrai qu'au niveau des paiements, nous avons un léger retard, mais nous sommes en discussion avec le ministère des Finances qui a pris les engagements nécessaires, pour les dispositions nécessaires pour nous permettre donc de désintéresser les entreprises afin que les chantiers puissent avancer normalement. En plus des chantiers du 11 décembre, le Premier ministre a aussi visité l'hôtel administratif en construction dont le taux d'exécution des travaux est à 80%. Selon l'entreprise en charge du chantier, la pré-réception est prévue pour le 20 juillet prochain. À l'université de Dédougou, autre site en chantier visité, les travaux ont connu un démarrage difficile, mais le chef du gouvernement garde un bon espoir avec l'engagement de l'entreprise à achever les travaux d'ici décembre prochain. Après la visite des chantiers, le Premier ministre s'est entretenu avec le comité régional d'organisation du 11 décembre. Luc Adolphe Thiaw a encouragé le comité régional et s'est dit satisfait des actions qui ont déjà été menées jusque-là. Reportage Paul Sawadogo. En échangeant avec le comité régional d'organisation du 11 décembre 2014, le Premier ministre a voulu l'encourager et s'imprégner des activités déjà menées par le comité régional. Des activités qui se résument au suivi des différents chantiers. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait des actions menées par le comité régional d'organisation du 11 décembre 2014. Le comité a une très grande responsabilité dans le succès de l'organisation des festivités du 11 décembre. Le comité, avec le gouverneur en tête, a la responsabilité du suivi des travaux. Donc il s'agissait donc pour nous de les encourager. Parce que comme je l'ai eu à souligner tout à l'heure,
nous n'avons pas de crainte vraiment à Didougou pour le moment parce que l'ensemble des chantiers se déroule très bien. Et à partir du mois de septembre, nous allons commencer maintenant à nous plancher sur l'organisation même, c'est-à-dire tout ce qui concerne le défilé, la restauration, l'accueil donc des différentes personnes qui viendront à travers le pays. Donc ça, en septembre, en ce moment-là, le comité régional aura encore un rôle plus important. Mais en tout cas, des échanges que nous avons eus, je pense que chacun est vraiment optimiste. Il y a encore quelques petits détails à régler, notamment au niveau financier. Et j'espère que dans les semaines à venir, tout rentrera dans l'ordre. Tous les chantiers du 11 décembre sont dans un état d'avancement satisfaisant et le président du comité régional d'organisation attend l'accompagnement de l'État et de l'ensemble de la population. C'est un sentiment très fort parce que, contrairement à ce que les gens avancent, tous les chantiers sont en mouvement et sont exécutés à un bon niveau. Donc je crois que ce que nous attendons le plus, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de tous les bénéficiaires. Et j'ai dit tantôt que le 11 décembre, c'est d'abord la région qui accueille avant que le gouverneur ne soit l'acteur principal. Donc je crois que c'est un espoir et nous allons travailler à accélérer le suivi pour que les entreprises qui sont déjà en bonne marche continuent dans cette même dynamique. L'organisation du 11 décembre 2014 à Didougou connaît une innovation avec l'attribution de chacune des 6 provinces de la région une somme de 300 millions de francs CFA. À ce jour, chaque province a déjà identifié les actions à mener, des actions qui vont au renforcement des capacités des centres médicaux, à la construction des lycées et des palais de jeunesse. Les administrateurs des établissements publics de l'État reçoivent quitus à l'issue de la 15e Assemblée générale des EPE qui se sont donc refermés. 67 établissements présentaient leurs états financiers et 4 autres proposaient un rapport d'explication. Bilan satisfaisant donc, mais les efforts doivent se poursuivre dans le sens de l'amélioration de la gouvernance des EPE. Reportage de Drissa Seri. En 15 ans de fonctionnement, grâce à l'appui de la tutelle technique, les EPE ont accompli un effort remarquable du point de vue gestion. Cela s'est traduit par l'amélioration de leur situation financière, l'amélioration de la qualité du service public et l'amélioration de la gouvernance. Cette 15e session, qui est une étape charnière, a reconnu le mérite des administrateurs tout en leur demandant de poursuivre sur la voie de la consolidation des performances malgré le contexte difficile dans lequel évoluent les EPE. L'Assemblée générale a félicité l'ensemble des EPE appelés à cette session et les a exhortés à toujours améliorer leur gestion. Comme le disait le philosophe Sénèque, là où il n'y a pas d'amélioration, s'annonce le déclin. Les travaux ont été sanctionnés par des résolutions et des recommandations fortes, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. L'Assemblée générale demande l'audit des infrastructures des centres de formation professionnelle, l'harmonisation de la durée des formations et l'augmentation des pécules de formation fixées désormais à 70 000 francs pour la catégorie A, 45 000 francs pour la catégorie B, 35 000 francs pour la catégorie C et 25 000 francs pour la catégorie D. Vous savez que depuis un certain temps, au niveau du gouvernement, nous prenons quand même des mesures sociales. On a eu à revoir un peu la bourse des étudiants, on a eu à revoir un peu la gain d'indemnité des fonctionnaires, on a revu l'intérêt de stage de ceux qui vont en stage. Il était bon aussi qu'on fasse quand même un geste pour ceux qui sont admis en concours direct, les pécules. Et je pense que c'était en tout cas tout à fait normal qu'on ait pris cette résolution-là qui va contribuer aussi à améliorer leurs conditions de travail. Alors les autres éléments, c'est essentiellement vraiment des problèmes qui reviennent chaque fois, notamment la durée des formations. Et c'est une question récurrente et il est temps effectivement qu'on puisse prendre une solution, une décision pour harmoniser. Parce que c'est vrai, on a besoin d'avoir des gens bien formés, mais aussi il faut tenir compte des contraintes qu'il y a. Ces résolutions et recommandations ont été adoptées grâce à la participation active et à la contribution constructive des acteurs aux travaux. Le chef du gouvernement qui attache du prix à leur mise en œuvre effective, gage de l'accroissement des performances des EPE pour des résultats encore plus probants, encourage les responsables des EPE à cultiver l'excellence. Rendez-vous est pris du 2 au 4 juillet 2015 pour la 16e session de l'Assemblée générale des EPE.
L'examen de la situation des EPE a révélé des insuffisances, des difficultés, mais aussi des manquements dans le fonctionnement des établissements publics. Le Premier ministre a interpellé les responsables des EPE sur la nécessité de corriger ces insuffisances et de consolider les acquis. Il en parle au micro de Drissa Seri. Premièrement, au regard de la faiblesse révélée dans les tenues des états financiers dans plusieurs établissements, j'invite les dirigeants des EPE concernés à un suivi rigoureux de leurs états financiers dans le strict respect des normes établies en la matière. Dans ce sens, les recommandations formulées par les différents corps de contrôle doivent être impérativement mises en œuvre. Par ailleurs, j'exhorte tous les établissements et les ministères de tutelle à parachever la mise en œuvre des recommandations spécifiques formulées à leur endroit lors de la 14e session de l'Assemblée générale des EPE. 2. Compte tenu des problèmes récurrents que rencontrent nos écoles de formation professionnelle, j'invite les dirigeants de ces écoles à diligenter des audits pour mieux diagnostiquer les principaux problèmes et apporter les solutions appropriées. 3. J'encourage les 31 EPE qui n'ont pas encore finalisé leur plan de développement stratégique pluriannuel à le faire d'ici la prochaine Assemblée générale. C'est un outil indispensable pour une bonne gestion prévisionnelle planifiée et rationnelle. 4. J'invite le ministre de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale à veiller à la tenue de la première conférence annuelle sur la gestion des personnels des EPE et à soumettre un rapport sur l'état d'exécution des mesures qui en résulteront à la prochaine Assemblée générale. En synergie avec les tutelles techniques des établissements de formation professionnelle, d'explorer les solutions aux problèmes d'harmonisation des délais de formation et de manque d'enseignants permanents. 5. J'encourage le ministre de l'Économie et des Finances à diligenter et conduire la tenue des ateliers bilan et de partage d'expériences sur la mutualisation des compétences et la procédure d'équipement des établissements de santé. J'invite le ministre de la Santé à approfondir la réflexion en vue d'accélérer la satisfaction progressive des besoins de spécialistes dans les établissements de santé. J'invite le ministre de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Économie et des Finances à réfléchir à la problématique des ressources humaines dans les secteurs spécifiques afin de faire face aux importants départs qui affectent le fonctionnement de certains EPE. J'engage tout l'établissement qui traîne d'importantes dettes, notamment sociales, devenues structurelles, à mener la réflexion en rapport avec leur tutelle aux fins de convenir d'un plan d'apurement. Les États-Unis ont célébré hier la fête de leur indépendance en tant que nation. C'était le 238e anniversaire de The Independence Day. Au Burkina, la fête a mobilisé de nombreuses personnalités politiques, mais aussi des acteurs du développement qui travaillent en partenariat avec les États-Unis. À l'occasion, l'ambassadeur américain a fait le point de la coopération entre Ouagadougou et Washington. Zalissa Sanfou. Independence Day. Le pays de l'oncle Sam commémore 238 années d'existence en tant que nation souveraine. Loin des feux d'artifice, des parades et des matchs de baseball organisés en terre natale, les Américains vivant au Faso ont célébré cet anniversaire avec leurs amis burkinabés. Le ditanier et la bannière étoilée ont retenti ce 4 juillet à la représentation américaine pour évoquer les relations américano-burkinabées. Et pas besoin de qualificatifs. La diversité et la qualité des personnalités présentes laissent deviner aisément l'importance de ces relations. Au nom de cette amitié, même ceux-là qui ne partagent pas les mêmes idéologies politiques ont parlé d'une même foi. Et Toulina Domouchingi de ne pas passer sous silence l'hospitalité et le savoir-faire des Burkinabés. À en croire son excellence, la coopération entre les deux pays a de beaux jours devant elle. J'ai été réconforté de noter que les programmes du gouvernement américain portent déjà leurs fruits qui se consolideront au cours des années à venir. C'est pour cette raison que j'ai le grand plaisir de vous annoncer que très prochainement, nous aurons le lancement officiel
de nouveaux programmes de résilience de l'USAID avec des interventions dans les domaines de l'eau et l'assainissement, de la santé et la nutrition, ainsi que la bonne gouvernance. À propos de Independence Day, John Adams écrivait « J'ai tendance à croire que ce jour sera fêté par les générations à venir. Et ce 4 juillet, il a encore eu raison. Et peut-être aura-t-il raison encore l'année prochaine. Si God bless America. » La République rend hommage à Gérard Kango Ouédraogo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Le président du Faso va s'incliner tout à l'heure sur sa dépouille en hommage à son action et à sa contribution historique à la construction de la nation, de la Haute-Volta au Burkina Faso. Il sera suivi par les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État d'Ottawa au Canada, où il participe à la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président Sungalo Apollinaire Ouattara salue en l'illustre disparu un grand homme politique qui a été de tous les combats de son époque. Nous l'écoutons. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Gérard Kango Ouédraogo. En ces moments difficiles que nous impose la vie, je voudrais témoigner toute ma compassion à la famille éplorée. De Gérard Kango Ouédraogo, je garde le souvenir d'un grand homme politique engagé pour l'émancipation, la liberté et pour la démocratie. Il a été de tous les combats que notre peuple a menés. En ce moment de deuil, de douleur, je voudrais, à mon nom personnel, au nom de l'ensemble des députés et de l'ensemble des fonctionnaires parlementaires, exprimer ma profonde compassion à la famille de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Autre réaction au décès de M. Gérard Kango Ouédraogo, celle du secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès et celle de Ablassé Ouédraogo, président du Faso autrement, un artisan de l'indépendance, un modèle pour les générations futures. Voici les principales expressions qui ressortent des interventions de ces leaders de la classe politique. Abdelaziz Yaguibou. Le président Gérard Kango Ouédraogo est un patriote, un homme intègre, qui a investi toute sa vie dans la construction de notre cher Burkina Faso. Comme on le dit dans notre langue, c'est un baobab qui vient donc de tomber et tout le peuple burkinabé est dans la tristesse. Et je le dis avec sincérité et avec solennité, Gérard Kango Ouédraogo restera un modèle pour les générations futures de notre pays. C'est une grande perte pour notre pays, mais Dieu seul sait ce qu'il fait. Que Dieu l'accueille en paix dans son royaume éternel. Oui, c'est avec une profonde tristesse que les militants du CDP et toute la direction politique ont appris la triste nouvelle du décès de M. Gérard Kango Ouédraogo, qui a été un homme politique exceptionnel. Il a été de tous les combats, la lutte pour l'indépendance et l'émancipation de notre pays, la lutte pour l'affirmation de la démocratie, la lutte pour le progrès économique, développement social dans notre pays jusqu'à la date où il a été rappelé à Dieu. Il était président, membre d'honneur de l'ADF-RDA. Et l'ADF-RDA, naturellement,
est un parti qui, avec le CDP, entretient d'excellentes relations dans le sens d'œuvrer à la mise en œuvre du programme présidentiel, ce qui fait que le CDP est très touché et réitère vraiment ses condoléances à la DFRDA, à la famille Ouedraogo, à l'ensemble des militants de ce parti et à l'ensemble du peuple burkinabé. Les sites aurifères attirent les enfants qui abandonnent même l'école pour l'orpaillage. Le phénomène prend de l'ampleur et suscite d'énormes inquiétudes. Les députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains sont allés sur le terrain pour un constat. La mission s'est rendue dans les provinces du Yatenga, du Passoré et du Bam. Focus sur cette réalité désolante sur les sites de Sodin et de Tibon et de Tiba dans le Yatenga avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. C'est par le site d'orpaillage de Sodin que les députés membres de la commission dite des lois, la KJDH, ont entamé leur visite de terrain pour cerner la problématique du travail des enfants sur les sites aurifères. Sodin, un site d'environ 10 000 âmes où se pratique l'ensemble des secteurs d'activité liés à l'orpaillage. À Tiba, dans la commune de Séguénéga, autre site, autre réalité. Aux abords d'une carrière abandonnée par une société minière de la place, des orpailleurs s'adonnent toujours à leur activité en ce premier jour de fermeture des sites. Dans tous les cas, le constat est établi, la présence des enfants sur les sites aurifères. Nous creusons et c'est pour moi qu'on est en train de broyer un demi-sac de ciment. Pendant les congés ou les vacances, je rentre dans la bourse. J'ai créé de l'or. C'est pénible, mais si tu gagnes l'argent, c'est vraiment bien. Un phénomène auquel semblent assister impuissants, parents et autorités locales qui ont été associés à la visite à travers des échanges. On souhaite que les élèves retournent dans les classes. Si l'âge n'est pas arrivé à travailler, il faut aller à l'école. C'est un phénomène réel pour lequel on n'a pas de statistiques, mais pour le moment, nous ne faisons que faire des sensibilisations avec les acteurs de l'enseignement, avec l'espoir que ça va donner. Une situation regrettable pour les membres de la délégation parlementaire. Toutefois, la complexité du phénomène impose des solutions concertées. Voyons les enfants de 7 ans, de 8 ans jusqu'à 16, ça veut dire qu'ils ne vont plus à l'école et c'est un manque à gagner pour le pays parce que quand ils seront adultes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au-delà de la désolation, c'est plutôt un cri d'espoir parce que nous, en tant que parlementaires, nous sommes mieux outillés, mieux sensibilisés pour défendre, bien sûr, c'est un projet de loi. Nous avons vu beaucoup d'enfants. Je crois que c'est la grande majorité. On peut les évaluer à près de plus de 50%. Donc j'estime que ce site-là est un cas qui nous montre effectivement que nous avons eu raison de sortir. Cette mission d'information s'est poursuivie sur d'autres sites situés dans les provinces du Passoré et du Bam avec d'autres réalités. Un projet qui pourrait prendre cette dure réalité de la condition des enfants en compte, c'est le projet Lutte contre les violences envers les enfants. C'est un projet financé par l'Union européenne qui va intervenir dans 4 provinces. Il se propose de renforcer les mécanismes de prévention et de détection des violences faites aux enfants et de leur prise en charge. Reportage Lazare Pouya. L'ampleur du phénomène de la violence à l'égard des enfants, sa gravité, son impact sur le développement de l'enfant peint ici, à travers ce sketch, traduit la réalité du moment. Pour les acteurs de développement, la lutte contre les violences faites aux enfants constitue une des priorités. Et c'est dans cette optique que l'ONG Terre des Hommes Lausanne, avec l'appui financier de l'Union européenne, veut accompagner et soutenir le Burkina Faso dans sa volonté de lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Cette manifestation s'est traduite par le lancement du projet Lutte contre les violences envers les enfants au Burkina Faso. Il s'agissait vraiment de se réunir avec les principaux acteurs pour venir encore
accompagner, renforcer l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Prévu pour durer 3 ans, ce projet sera exécuté par 4 autres partenaires dans 4 provinces du Burkina, à savoir les provinces du Kadiogo, du Oué, du Ganzourgou et du Sénou. Le projet va s'exécuter à travers, par exemple, l'appui au fonctionnement du numéro vert, qui est un numéro qui permet de dénoncer les cas de violation des droits de l'enfant. Et s'exécuter aussi à travers la mise en place et le fonctionnement des réseaux de protection de l'enfant dans les régions. La mise en œuvre de ce projet repose sur 4 axes d'intervention. La protection collective, la protection individuelle, le renforcement des mécanismes de protection et le plaidoyer en direction des autres partenaires de la protection de l'enfance et des décideurs. Mais pour l'heure, la vigilance doit être de mise avec un numéro vert, le 116, pour les dénonciations. Le FONADER, le Fonds d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, fait appel au CGA, les centres de gestion, pour accompagner les déflattés et les retraités dans le montage de leur dossier de projet. Les 2 structures ont signé pour cela un protocole d'accord de partenariat. Reportage Ernest Kambiré. À travers la signature de ce protocole d'accord de partenariat, le public cible du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADER va bénéficier désormais de l'accompagnement du centre de gestion agréé du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat en technique de montage de projets et dans la transition du secteur informel au formel. Il s'agit pour le FONADER d'une part de vraiment bénéficier des prestations du centre de gestion agréé au profit de ses bénéficiaires, de ses retraités et déflattés. Et de quoi s'agit-il exactement? C'est d'accompagner nos promoteurs dans les techniques de montage de dossiers, parce que cela est revenu à plusieurs fois comme difficulté au niveau de nos promoteurs. Par ailleurs, pour nos promoteurs qui n'ont pas vraiment les capacités de suivre leurs activités, notamment les questions financières et comptables et le fiscal, le CGA aussi va les accompagner pour effectivement mettre en œuvre toutes ces actions-là au profit de la rentabilité de leurs activités. Faire en sorte que tout promoteur ayant bénéficié du fonds ait un bon suivi de son micro-projet, le FONADER comble ainsi un déficit en matière d'assistance à son public. Un public cible qui, à l'occasion, a pu visiter les locaux du FONADER et un échantillon des projets et réalisations des anciens bénéficiaires du fonds. Des aliments pour bétail enrichis mis à la disposition des élevages. Ils sont sortis des fabriques de la SOFAB qui organise depuis le 27 juin dernier une vente promotionnelle. C'est une contribution qui devrait créer les conditions nécessaires pour booster les productions animales comme le lait, la viande et les œufs. Toubom Evelyne Dabiré. C'est par une visite guidée que le directeur général de la Société de fabrique d'aliments pour bétail et son équipe ont procédé pour présenter la production des aliments pour bétail. Une production qui utilise plusieurs matières premières, dont le soja, le coton, le blé, le maïs ou le son de ces céréales, en plus de vitamines, de sels minéraux, de mélasse ou autres poissons. Et toute production démarre par le tri mécanique de tous ces produits afin d'éliminer les impuretés, puis d'autres étapes comme le broyage ou l'extrudage pour diminuer les huiles et faciliter la digestion. Enfin, une recette parmi les 11 est appliquée en fonction du type d'élevage concerné par les produits. Nos aliments, actuellement, il y a 11 différents types d'aliments que nous proposons. Chez les bœufs, les bovins, nous avons déjà 3 types d'aliments. C'est l'entretien. Deuxième type d'aliment chez les bovins, c'est la vache laitière. Le troisième, enfin, chez les bovins toujours, c'est l'aliment pour l'embouche. Et chez les moutons et chèvres, nous avons là 2 formules. Ces 2 formules-là, c'est pour l'entretien, c'est-à-dire l'élevage simple, mais c'est également aussi pour engraisser des animaux et en faire des animaux de boucherie. Et chez la volaille, nous distinguons 2 sous-familles. La volaille, pour faire la chair, ça part du poussin, c'est une formule déjà. Il y a la croissance, c'est une formule alimentaire différente. Et il y a la finition de la chair. En farine ou en granulé, ces aliments ainsi produits sont fonction du type d'élevage, des âges et de la physionomie du bétail. Des recettes sont élaborées selon la finalité recherchée qui est l'embouche ou l'entretien.
Ces produits made in Burkina sont en vente promotionnelle jusqu'en fin août prochain. Un camion de transport de marchandises est tombé tôt ce matin sur l'axe Kaya-Dori. Les sacs de maïs qu'il transportait se sont déversés sur la chaussée, rendant le passage de tout autre poids lourd impossible et perturbant momentanément la circulation. Viviane Tiendrebego. Ce qui alerte l'usager en provenance de Kaya avant l'entrée de la localité de Bani, c'est cette longue file de camions stationnés sur plus d'1 kilomètre. Le goulot d'étranglement, le voici. Un camion de transport de marchandises dont la remorque et le contenu sont sur la chaussée. Que s'est-il passé? Voici la réponse du conducteur. Quand je suis arrivé, comme c'est le tournant là, il y a eu le faux châssis qui est cassé. Donc comme le faux châssis est cassé maintenant, donc le charge est lancé d'une seule coup. Donc c'est ça maintenant qui a amené les défaites maintenant. Ça s'est passé vers 1h20 et quelques minutes. Est-ce que votre camion était à jour vis-à-vis de la visite technique? Vraiment c'était un jour. C'était un jour. Y avait-il surcharge? Impossible de donner une réponse avant les conclusions de l'enquête. La police qui était sur les lieux attendait que l'on déblaye la chaussée avant de procéder au constat d'usage. En attendant, les conducteurs des autres véhicules contraints à l'arrêt s'occupent de leur mieux. Pendant que les uns prêtent main forte pour évacuer les sacs de mil de la route, les autres profitent de l'ombre des manguiers en attendant de pouvoir reprendre la route. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso invite à des réformes pour redonner à l'administrateur civil sa place d'antan. La première assemblée générale rappelle justement l'importance des actions des administrateurs. Reportage signé de Zalifsa Sanfo. À cette première assemblée générale constitutive de l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso, UNABF, c'est un cours d'histoire de ce qu'a été l'administrateur civil qui a été donné. Un rappel pour montrer combien ces acteurs ont été utiles pour la construction de sociétés nouvelles. L'administrateur civil avait pour charge la participation à l'action du gouvernement par sa fonction de conception, de direction et de commandement. Il avait surtout pour mission d'adapter la conduite des affaires administratives à la politique générale du gouvernement, de préparer les projets de loi et de règlement et les décisions ministérielles, de tracer les directives nécessaires à leur exécution, de coordonner et d'améliorer la marche des services publics. En un mot, l'administrateur civil était la tête pensante de l'administration publique. Et si ces moments sont évoqués avec tant de nostalgie et de regret, c'est parce que selon les premiers responsables de cette organisation, les administrateurs civils ont perdu leur lustre d'antan. Ils sont devenus des acteurs de second plan et même traités parfois d'inutiles. Une situation pérennisante que l'UNABF déplore et invite à des réformes. Revaloriser l'image du corps préfectoral, composé de tous les chefs de circonscription administrative, en leur dotant d'attributs réels, de pouvoirs et de moyens d'action effectifs. De poursuivre la professionnalisation de l'administration territoriale, engagée depuis 2011 sous votre clairvoyance. De doter les collectivités territoriales de moyens nécessaires leur permettant de résoudre les problèmes immédiats des citoyens, de réviser les curricula de formation des administrateurs afin de l'adapter aux exigences de leur emploi. C'est une plaidoirie que l'ensemble des administrateurs civils espèrent sera examinée avec soin pour qu'ils puissent contribuer au bon fonctionnement d'une administration qui se veut moderne. Religion à présent, la célébration de la culture islamique se poursuit au Burkina. Un colloque s'est tenu les 1er et 2 juillet dernier sur le thème l'islam au Burkina Faso de la pénétration coloniale à l'indépendance. Le colloque a permis de retracer les grandes lignes donc, de l'histoire de l'islam au Burkina Faso et le reportage est signé de Bachirou Doussa et Adama Koulibaly. L'islam au Burkina Faso de la pénétration coloniale à la fin de la colonisation, voici la thématique pour laquelle l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture entame son colloque entrant dans le cadre de la célébration de la culture islamique 2014.
Ce panel va permettre de passer au peigne fin les grandes étapes de la pénétration de l'islam au Burkina Faso. Avant la colonisation, l'islam était cantonné dans des cercles bien définis, c'est-à-dire dans les milieux marchands, dans les milieux des pasteurs peuls. Mais pendant la colonisation, on va assister à des mutations parce que les sociétés traditionnelles vont traverser des bouleversements qui vont être profitables à l'islam. Les mouvements de population et puis même les changements de mentalité qui vont favoriser une islamisation progressive de ces populations-là. Ouagadougou a été désigné comme capitale de la culture islamique en Afrique pour l'année 2014. Cette activité est organisée en collaboration avec le ministère de la Culture et du Tourisme. Notre contribution, c'est de faire en sorte que tous les aspects pratiques de la célébration puissent être, pilotés par notre ministère. Et vous l'avez remarqué, ça va s'étaler non pas sur 1 ou 2 jours, une semaine, mais ça s'étale sur toute une année. Ça veut dire que nous allons organiser, nous allons mettre en place un programme qui va occuper tout au long de l'année, effectivement, donc, notre pays dans la célébration de la culture islamique. À ce colloque prévu pour s'achever le 2 juillet, il sera aussi question d'un panel sur la vie et l'œuvre de Cheikh Abdoulaye Doucouré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Tout à l'heure, il vous sera proposé le match Pays-Bas-Costa Rica depuis le Brésil. Excellente suite de programme.